Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram, vous pouvez le rejoindre via le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le dossier Iberdrola, donc c'est le géant de l'énergie espagnol. On voit que le cours de l'action est au plus haut. Est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser au dossier ou est-ce qu'il est survalorisé? On va regarder ça tout de suite, on commence par le chiffre d'affaires. Donc on est sur l'énergie, c'est un secteur très mature. On est sur un chiffre d'affaires qui est cyclique. On a une baisse en 2020 et un fort rattrapage en 2021 et 2022 à cause de la coupure du gaz russe et l'explosion du prix de l'énergie en Europe. 2023 s'est soldé par une décroissance de 8,5%. Donc là il faut comprendre pourquoi on a une décroissance en 2023, ce qui est assez étrange. On a des acquisitions, 1,5 milliard d'acquisitions sur 10 ans. Donc là l'entreprise est aussi capable de sortir le carnet de chèques pour s'acheter des parts de marché. Ce qu'il faut aller regarder dans le bilan, c'est comment se positionne l'entreprise, pas dans le bilan mais dans les rapports annuels. Comment se positionne l'entreprise dans le secteur de l'énergie? Est-ce que c'est de l'upstream, production exploration? Est-ce que c'est du midstream, distribution, transport? Est-ce que c'est raffinage? Ou est-ce que c'est du downstream, voilà, commercialisation, distribution au client final? Donc ça, c'est les éléments à regarder. Ça change complètement la structure de l'entreprise. On va regarder ce qui se passe en termes de taux de marge. Alors le taux de marge brut est à un niveau record sur 10 ans à 53%, donc on est presque à un niveau d'avantage concurrentiel. Maintenant c'est des marchés régulés, donc c'est pas si étonnant que ça que les marges soient aussi élevées, en tout cas les marges brutes. En tout cas l'entreprise a du coup un pouvoir de fixation des prix et donc peut améliorer sa marge et peut décaler la hausse du coût de ses intrants à son client, au client final. On voit que le taux de marge d'EBITDA suit bien le décalage du taux de marge brut, donc il y a en plus un bon maintien de l'efficience opérationnelle. On est à 31% contre une médiane à 25,5, donc ça c'est très bon. Et le taux de marge net suit également ce décalage vers le haut, donc on a aussi une bonne maîtrise, une bonne efficience financière de l'entreprise, qui a un taux de marge net à 14,5% contre du 9 en médiane. Donc là on est sur un management qui est plutôt bon et qualitatif. Continuons l'analyse sur la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Et là, il y a un problème depuis 2017, il y a un fort décalage entre les bénéfices nets et les free cash flow, donc ça peut s'expliquer par diverses raisons. On peut d'abord aller regarder ce qui se passe du côté de la variation du besoin en fonds de roulement, et à mon avis on trouve des éléments de réponse à ce niveau-là, c'est qu'on a des variations énormes du besoin en fonds de roulement, donc ce qui est défavorable à l'entreprise. Donc l'entreprise n'arrive pas à se faire payer aussi rapidement qu'elle ne doit payer ses fournisseurs. Donc ça c'est un problème, ça impacte les free cash flow. Ça pourrait être autre chose, donc il faut aller regarder un tableau de flux de trésorerie en détail pour comprendre ce qui se passe. Ça pourrait être aussi des dépenses en capital très élevées qui ne sont pas encore génératrices de cash flow opérationnel. Je vous invite à regarder ça dans les tableaux de flux de trésorerie, mais nous, ce qu'on va garder en tête, c'est que pour valoriser l'entreprise, il vaut mieux utiliser les free cash flow que les bénéfices nets, et malheureusement, les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Et ça, c'est si l'entreprise n'est pas endettée. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Et là, on voit qu'aussi l'entreprise est très endettée. Donc ce que je vous disais par rapport à l'activité et comment elle se répartit, si elle a plutôt de l'activité dans la distribution et tout ce qui est plutôt infrastructure, ce niveau de dette-là n'est pas forcément un problème, puisque les bilans d'entreprises qui font des utilities, donc services aux collectivités, ont beaucoup de dettes parce qu'elles ont aussi des contrats à long terme qui leur apportent une visibilité sur les cash flows. Donc ça pourrait ne pas être un problème si c'est le cas pour Iberdrola. À mon avis, vu qu'on est sur une hausse structurelle de la dette, c'est comme ça. C'est ce qui se passe chez Iberdrola. On est quand même à un niveau assez élevé, à plus de 3 fois les l'EBITDA. Donc là, il y a peut-être un sujet. Est-ce que le groupe entend se désendetter et comment continue de le faire? Quelle est l'allocation du capital pour se désendetter? Ça, c'est ce qu'il faut regarder dans ce que déclare le management dans ses rapports. En tout cas, pour valoriser l'entreprise, il faudra utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA plutôt que le price sur free cash flow. Regardez en tête aussi donc que le bilan est assez lourd et ça peut jouer sur les multiples de valorisation. Continuons l'analyse. Est-ce que quand on est actionnaire d'Iberdrola, on est correctement traité par l'entreprise? Alors, pour le dividende ici, c'est un dividende partiel. Il y a eu une suspension ou alors il y a eu un décalage des dividendes à cause de la période Covid à mon avis. Donc, première chose à noter, on est sur un dividende croissant. Ça peut être intéressant pour un investisseur dans les dividendes, si c'est votre cas, si vous êtes sur une phase de rente, ou sur une phase de pré-rente, on va dire, où on s'attend à avoir des augmentations de dividendes plus que des augmentations en capital, ou un mix des deux en tout cas. On voit que donc si on prend ce niveau-là, le rendement du dividende est assez faible à
presque à 1% et quelques. Donc c'est pas incroyable, 1,5%, mais en lisant les rapports financiers, j'ai regardé rapidement, on voit qu'il y aura un dividende supplémentaire qui va être payé. Donc, le rendement du dividende réel d'Iberdrola, il sera sur 4,5% de mémoire. Et si on veut voir si c'est bien assuré ce niveau de dividende, on va plutôt prendre un dividende médian, puisque du coup il y a des dividendes supplémentaires sur la période. On va réduire la période parce que c'est sur cette période là que c'est spécial un peu le dividende et qu'il n'a pas été versé une seule fois. Et on va normaliser les free cash flow également pour voir le ratio paiement du dividende par rapport au free cash flow. On est sur une médiane à 5 ans de 2 milliards 800 millions de free cash flow et on est sur un dividende médian de 570 millions. À mon avis ça n'inclut pas tous les dividendes, mais bref. Ce niveau de dividende est très soutenable. Il est bien couvert par les free cash flow. On pourrait le doubler, d'ailleurs c'est ce qui va se passer, qu'on serait toujours bien couvert par les free cash flow. Maintenant un peu moins. Donc tout ça pour dire qu'il y a de la place pour augmenter le dividende, et ce dividende peut être sûr. Donc c'est donc en tant qu'actionnaire, si on est intéressé que par du dividende, et un dividende assez conséquent, un rendement intéressant, on pourra s'intéresser à l'entreprise. Est-ce que l'entreprise rachète ses actions? Pas vraiment, ça zigzague un peu, donc on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des dilutions via l'actionnariat salarié, des attributions gratuites d'actions, etc. Puis une compensation avec des rachats. Faut regarder l'échelle à droite, on voit que finalement la variation n'est pas si importante que ça. L'entreprise ne rachète donc pas ses actions vraiment. Et est-ce qu'elle devrait racheter ses actions au vu de la valorisation? Regardons ça tout de suite. On voit qu'en valeur d'entreprise sur EBITDA, on se trouve pile sur la médiane 10 ans, qui a un niveau en absolu qui est assez élevé, à 10. Les autres énergéticiens sont à des niveaux moins élevés que ça, et Total est plus bas que ça, Eni est plus bas que ça. Donc l'entreprise est finalement un peu plus chèrement valorisée que c'est comparable, et pile sur sa médiane historique. Conclusion du dossier Iberdrola, je pense que donc il n'y a pas de marge de sécurité. On voit que le cours est un plus haut absolu, donc le marché a bien valorisé l'entreprise. Maintenant, si vous êtes intéressé par les dividendes uniquement, c'est un dossier qui est intéressant. Il y a un risque supplémentaire qui pèse sur Iberdrola, c'est les fameuses taxes socialistes sur les super profits, parce qu'en Espagne ils aiment bien taxer les banques et les énergéticiens, donc c'est quelque chose qui est en suspens et qui devait passer dans la loi fiscale, donc je vais pas suivre, mais dans la loi fiscale espagnole pour l'année 2024. La conséquence de ça va être que les bénéfices vont baisser, et donc les dividendes possiblement aussi, enfin les free cash flow et du coup les dividendes aussi. Donc ça c'est quelque chose à garder en tête. Il y a potentiellement un risque sur les dividendes, mais il est quand même bien couvert par les free cash flow, donc même si les free cash flow baissent un peu, on peut s'attendre quand même à avoir ce niveau de dividende de 3 à 4% bien assuré. Donc c'est plutôt un dossier pour un rentier à mon avis. Si vous avez aimé cette analyse, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.